Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. En début de saison, on vous parlait du magnifique film Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil et on vous conseillait d'aller voir Un singe en hiver sorti 7 années auparavant. Eh bien aujourd'hui, c'est le moment d'en parler plus en détail. Pour les plus attentifs, on vous avait aussi conseillé La Vache et le Prisonnier avec Fernandel. Dites-lui que Marseille, c'est une ville comme on n'en fera plus jamais. C'est une ville dans le temps. Un climat, un ciel, du soleil, comme s'il en pleuvait. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez une analyse dessus. Bon, on va être honnête avec vous, c'est un film français très différent des autres de cette époque. Pour ne citer que ceux dont on a parlé, Le Professionnel, Le Clan des Siciliens, Les Tontons Flingueurs, tous ces films sont assez classiques dans leur forme et révèlent un cinéma assez populaire à la structure narrative simple. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, vous savez tout le bien qu'on en pense et à la 7e on les adore. Alors oui, il y a bien Garde à vue qui est assez différent par son huis clos et son combat de boxe verbale. Mais croyez-moi, il est toujours plus facile à appréhender qu'un singe en hiver tant les couches de lecture sont multiples. Et justement, avec cette analyse, c'est ce qu'on va se demander. Comment aborder un film avec des couches de lecture multiples ? Que ce soit les dialogues ou l'histoire, il y a différentes façons de le comprendre. Il traite aussi bien de l'alcoolisme que de la solitude ou de la nostalgie, voire tout en même temps. Mais on va un peu vite en besogne, résumons le film dans un premier temps. Albert Quentin, ancien fusilier marin en Chine, tient un hôtel à Tigreville avec sa femme. Si tu crois que c'est le moment de faire le zouave, Je me demande, madame, ce que les joueurs viennent faire là-dedans. Quartier Maître Quentin du corps expéditionnaire d'Extrême-Orient. Gardez-vous! Nostalgique de son ancienne vie, Albert est alcoolique et un jour de juin 1944, sa vie a changé. En effet, les côtes normandes sont bombardées et Albert promet à sa femme que s'il s'en sort vivant, il arrêtera de boire. Tiens, regarde. C'est peut-être le dernier. Et c'est ce qu'il fera. Malheureusement, ce n'est que 15 ans après que la tentation va réapparaître. tu regrettes? Pourquoi veux-tu que je regrette? J'ai mes bonbons, moi. Gabriel Fouquet, un jeune publicitaire, est en visite en Normandie pour voir sa fille Marie, qui vit dans un pensionnat de Tigreville. Alcoolique, il s'installe dans l'hôtel d'Albert et les deux hommes vont commencer à partager leurs rêves et leurs doutes. Le véhicule, je le connais, je l'ai déjà pris. Et c'était pas en train de banlieue, vous pouvez me croire. Monsieur Fouquet, moi aussi, il m'est arrivé de boire. Et ça m'a envoyé un peu plus loin que l'Espagne. Le Yangtze-Kiang, vous avez déjà entendu parler du Yangtze-Kiang? Si Albert résiste au début, il va très vite succomber et vivre au travers de Gabriel une seconde jeunesse. Je déborde un peu pour vous dire que, comme vous l'aurez compris, chaque personne aura sa propre interprétation du message du film. Et je dirais que plusieurs personnes peuvent avoir raison. Alors, au lieu de parler de chaque détail dans les prochaines parties, on va vous présenter certains des messages que le film transmet. Ou du moins, nous transmet, car c'est une œuvre qui s'apprécie de manière très personnelle. Je dirais même de manière égoïste, puisqu'elle va chercher jusque dans les recoins de la sensibilité du spectateur. Et bien sûr, on argumentera avec les différentes techniques utilisées par l'équipe de tournage. Allez, premier point et pas des moindres. Début des années 60, Jean-Paul Belmondo, jeune acteur, n'est pas encore l'immense vedette que l'on connaît aujourd'hui. Il a déjà joué pour de grands réalisateurs, Carnet, De Sica, Sauté ou Melville, donc ce n'est pas un débutant. Il a également marqué le début de la nouvelle vague avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Même si, soyons honnêtes, le cinéma de Godard, c'est pas vraiment le plus simple à comprendre et à apprécier. Allez vous faire foutre. Oh, du calme Jean-Paul, hein, je reprends. Belmondo était au balbutiement de sa carrière et considéré à l'époque comme le nouveau Gabin. Un sacré poids pour de si jeunes épaules, surtout qu'il n'y aspirait pas forcément. Comme il le disait en interview, il voulait juste être Belmondo. Mais qu'importe, l'année 1962 est celle où il va devoir jouer avec le monstre du cinéma français, Monsieur Jean Gabin. Et il va falloir être à la hauteur. Elle s'était mise sur la paille pour un maquereau roux et rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et il avait, venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. Oh, c'est beau. La cohabitation au début est assez compliquée. Gabin est assez froid à vrai dire. On assiste à un véritable choc des générations. Et vous avez vu, le titre de cette partie, c'est également une interprétation du film. Les deux personnages sont très différents au début. Albert Quentin est un ancien militaire qui tient un hôtel. Gabriel Fouquet, lui, est un publicitaire. Deux métiers radicalement opposés et deux manières de vivre et de s'exprimer aux antipodes. Va. Oui. Je crois que j'ai raté mon train pour Madrid.
Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour un train raté. L'un aspire à la tranquillité, l'autre à remuer et se déplacer. L'âge est un obstacle à la discussion, ils ne se comprennent pas. Fouquet appelle même Quentin papa quand il est ivre. En revanche, même si choc des générations peut signifier incompréhension, il ne correspond clairement pas à un manque de compassion. Albert se retrouve en Gabriel, comme Gabin qui se voit en Belmondo dans sa jeunesse. Embrasse-moi, mec! Tiens, t'es mes 20 ans. Nique les champions du monde. On y va! Si l'attitude de Gabriel est dangereuse voire désinvolte quand il boit, Albert le prend toujours sous son aile et le défend face aux autres. Indirectement, il défend son droit à avoir quelques faiblesses. Son droit à vouloir s'évader en Espagne ou en Chine. Dans l'autre sens, c'est pareil. Malgré la froideur réelle d'Albert, Gabriel cherche à partager un temps avec lui, comme s'il se voyait en lui et avait peur. Vais-je moi aussi finir par devenir monotone? Comment puis-je le laisser rester dans cette situation? C'est un respect palpable que le jeune homme ressent pour le vieux briscard. Il ne se traduit pas par le langage, on vous l'a dit, il y a un vrai choc des générations et donc d'expression. Mais on voit que Gabriel cherche à l'avoir ce respect, car au fond, malgré tout, on pense qu'il veut être comme lui. C'est-à-dire un homme qui a su se connaître et essayer de dépasser ses fantasmes. Mais il n'en est pas plus heureux pour autant. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends, j'en redemande. Là aussi, on peut faire un parallèle avec les acteurs. Oui, Belmondo veut être Belmondo et pas Gabin, mais sans le vouloir, il est son parfait héritier. On voit dans Les 30 ans de Bébel le beau Gabin, trentenaire, fougueux et charismatique, comme il a été dans La Bête humaine ou dans Le Quai des Brumes, qu'on le veuille ou non. Aussi, si le choc des générations persiste longtemps dans le film, les deux personnages finissent par se comprendre et créer un lien. Tout à l'image des acteurs les incarnant, Gabin liant très vite une amitié avec son jeune confrère et se prenant d'affection paternelle pour Belmondo. Comme si l'un et l'autre, à l'écran ou dans la vie, se portaient mutuellement pour vivre ou revivre leurs rêves. Une chose lie ces deux personnages, à part la boisson, c'est l'amour du voyage. L'un a la tête en Chine, l'autre en Espagne. Il est question de voyage, tout en restant sur le sol normand. Une prouesse, n'est-ce pas? C'est notamment dû à l'excellent travail de son et de mise en scène. En une note de musique, en un bruitage, nous sommes tout de suite transportés dans un nouveau décor. Un décor fantasmé, certes, mais qui correspond parfaitement au sentiment d'évasion des personnages. Alors même si le talent des acteurs y est pour beaucoup, c'est véritablement le son qui réussit à nous faire croire qu'on est dans un pays ou dans une culture différente. Yo soy unico. Et en Xékiang, camarades, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. La musique du Toréador mêlée à la magnifique gestuelle de Belmondo et les acclamations du public, ou encore les différentes sonorités venant tout droit de Chine, du Wang Ho ou Yan Tse-kang. Du côté de la mise en scène, c'est un vrai travail d'orfèvre. C'est d'autant plus impressionnant de réussir à nous transporter par l'image avec un noir et blanc. On écarte les couleurs qui pourraient rappeler les pays imaginés par les personnages, mais pas de problème, le réalisateur se charge de nous faire voyager. La foule en délire, en arc autour de Gabriel, donne l'impression au spectateur d'être dans une arène. La caméra embarquée dans les voitures renforce également le premier point, comme si on avait le regard du taureau fonçant sur le toréador. Vous l'aurez compris, la réalisation nous emporte directement en Espagne. Il y a une vraie volonté du réalisateur de faire des plans longs. Forcément, il laisse les acteurs s'exprimer avec les magnifiques dialogues d'Audiard, mais pas seulement. Les moments de silence sont aussi très importants afin de nous justifier toute la mise en valeur de la liberté. Mais le voyage, le rêve, leur liberté, elle ne peut qu'éclater, et c'est ce qui se passe notamment à la fin. Comment parler de la liberté et de l'envie d'évasion dans ce film sans évoquer la magnifique scène de fin avec Landru? Un festival de feux d'artistes, une folie, une indépendance d'esprit. La rencontre avec le patron du chic parisien est un vrai déclic pour les protagonistes. C'est vraiment cette scène qui illustre parfaitement leur besoin de se raccrocher à leurs rêves. On croirait voir des enfants jouer à la guerre, ils crient, chantent en chœur et se dépêchent pour ne pas se faire attraper. Reparlons un peu de la mise en scène car celle-ci est très évocatrice. Les habitants sont en hauteur, les regardent et sont impuissants. Ils sont trois dans leur délire, dans leur rêve. Ceux qui n'ont jamais bu, ceux qui n'ont pas cette âme d'enfant ne peuvent pas comprendre cette folie et donc sont en retrait. Insensé! Tous! À mon commandement! Feu!
Par le feu d'artifice qui empêche n'importe qui d'intervenir, les explosions font une barrière entre le monde sensé et le rêve. La seule fois où les badauds essaient de les en empêcher, Gabriel les fait fuir avec des explosifs. Si l'on peut remettre en cause leur morale, on ne peut sous-estimer leur ténacité à vivre ce qu'ils veulent vivre. Ils font peur aux habitants, oui, ils dégradent la plage, c'est vrai, mais ils ont l'air de tellement avoir besoin de vivre qu'il est très dur en les regardant de leur en vouloir. Et pourtant, même si le rêve est beau et qu'une véritable poésie envoûtante se dégage du film, une réalité nous saute aux yeux, le problème de l'alcoolisme amenant à la solitude. Une chose est sûre dans ce film, les personnages sont bien cuits. Honnêtement, même si c'est pas un film comique, bon nombre de dialogues d'Audiard, oui, encore lui, on en reparle juste après, font mouche et sont très drôles. Bébel et Gabin sont parfaits dans ces rôles et leur complicité crée de grands moments comiques. Mais après le rire vient la prise de recul. Dans ce film, l'alcool isole, l'alcool rend seul. Bien sûr, on pourrait croire qu'ils se rapprochent. Ils sont au bar à plusieurs, ils boivent, ils font des bêtises. Mais les personnages sont seuls en réalité. Gabriel se rend avec Albert au pensionnat, certes. Il y a cette force du patriarche qui lui fait faire le pas. Et Gabriel est seul. Seul avec ses remords, seul avec ses regrets, seul avec ses doutes et surtout seul avec ses peurs. Au début du film, Albert est avec son ami, mais il ne parle que de sa vie passée. C'est un dialogue, il conte une histoire aux personnes qu'il rencontre. Mais il ne se parle qu'à lui en réalité. Il se rassure, il se fait du bien. Et encore une fois, la mise en scène est là pour appuyer le propos. Tenez, reprenons une scène dont on a parlé tout à l'heure. Gabriel, complètement ivre, s'amuse à jouer au toréador sur la route. Au-delà du voyage qu'il vit intérieurement, il est surtout mis en valeur par Verneuil d'une manière pathétique. Il se fait réprimander par une partie des habitants et même si certains l'acclament, il est détaché des autres. Regardez, c'est un détail, mais c'est le seul personnage qui n'a pas de veste. Il l'utilise pour faire le toréador, oui, mais justement, Verneuil lui fait enlever ce vêtement qui le fond dans la masse pour le faire devenir une exception, mais également le plonger dans l'exception. Je parlais de ressenti égoïste au début de l'analyse, eh bien c'est exactement ça. Le film est inspiré d'un livre d'Antoine Blondin, lui-même alcoolique, et on en a dit beaucoup de bien à l'époque de sa sortie. La démarche même d'écrire un livre traitant de l'alcoolisme montre l'importance de penser à soi, surtout quand on a tant souffert d'une telle addiction. Et c'est beau de voir un réalisateur comme Verneuil créer un film que chacun peut s'approprier. Je ne saurais vous dire si le livre a été écrit pour parler de solitude, on ne l'a pas lu, mais une chose me semble certaine, le film, lui, a été écrit pour isoler ses personnages. On sait pas. C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer. Si Audiard est bon dans les dialogues, il n'est pas en reste sur les longs monologues, renforçant le délire des personnages qui les amènent à se sentir seuls. Honnêtement, j'ai trop d'exemples, donc je vais en choisir un seul. La scène de début dans le bar avant le bombardement. Albert partage un verre avec son ami et dès qu'il entre dans son histoire, il se lève et se place devant son décor. À ce moment-là, il est parti, seul. Pourtant, il y a une tentative d'interaction, mais il ne s'écoute que lui. L'alcool l'enferme dans ses idées, plus rien n'a d'importance, mis à part ses obsessions. Passons à la dernière partie, et certainement au message le plus commun et le plus partagé par les spectateurs, une ode à la nostalgie. Que ce soit le choc des générations, le rêve ou la solitude, tous ces thèmes se réunissent parfaitement autour d'une nostalgie lancinante. Une nostalgie de l'ancien temps, une nostalgie des souvenirs, une nostalgie du temps passé. Et cet amour du révolu existe principalement par le personnage de Gabin, bien entendu. Celui de Belmondo étant plus axé sur le regret. On suit un vieil homme qui, par le biais d'une jeune rencontre, revit sa jeunesse. Un homme qui veut revivre tout ce qu'il a vécu. Et l'alcool l'aide à se sentir jeune à nouveau. Mais si Albert se sert de l'alcool pour se souvenir, les dialogues de Michel Audiard servent à sublimer l'interprétation de la nostalgie. On ne va pas vous faire le discours habituel sur Audiard, alors je le laisse parler par Gabin. Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de haut. Eux, ils tutoient les anges. Avec ce genre de passage, je trouve qu'on se rapproche de la poésie. C'est personnel, mais moi j'adore cette manière de parler. C'est très théâtral, certes, mais ça sublime un personnage. Il aurait simplement pu lui dire « T'es mal placé pour traiter quelqu'un d'ivrogne, vous êtes pire que lui » et le message serait passé. Mais une dimension supérieure s'ajoute à ce moment-là. Une manière de parler qui s'est perdue, qui n'existe plus. Mon discours sonne un peu boomer, on pourrait me le reprocher. Mais honnêtement, j'ai rarement vu une manière de remballer quelqu'un aussi poétique.
c'est sûr que ça donne envie. Pour le coup, cette nostalgie n'est pas unique, elle est partagée. On peut parler de la femme de Quentin, qui est à la fois victime de cette nostalgie, mais aussi actrice de sa rédemption. Suzanne est l'obstacle d'Albert, mais aussi son socle, car si elle l'empêche de s'amuser... Albert, Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Elle lui permet d'être stable lors de ses périodes de nostalgie folle et de déprime. On peut même dire que Suzanne est elle aussi nostalgique, mais contrairement à Quentin, pas d'une époque, mais d'un homme. Et pour parler de manière très personnelle, ce film nous inspire une nostalgie d'une époque que l'on n'a pas connue. Mais il réussit parfaitement à nous donner envie de vivre ces moments. Cette simplicité de vie, de se balader dans les rues de Tigreville, sur la plage, tout ce cadre est une ode à la sérénité, au calme. Et tout cela, ça rendrait nostalgique n'importe qui. C'est un film compliqué à appréhender honnêtement. Il peut être vu facilement, sans réflexion, et s'apprécier sans déplaisir. Mais si vous ne l'avez pas encore vu et souhaitez l'apprécier de la meilleure des façons, réfléchissez à ce que le film essaie de vous faire passer lorsque vous le regarderez. Et quels sentiments ressortiront. On est dans du très grand cinéma français, le vrai. Belmondo fait ses propres cascades, Gabin vole l'écran de son charisme, Verneuil fait des coups d'éclat de réalisation, et Audiard, qui d'ailleurs était script sur le tournage, certainement pour accompagner au mieux les acteurs, sublime l'histoire par ses paroles. Sacré film, hein? Et justement, revenons à la problématique initiale, comment aborder un film aux couches multiples? Premièrement, il faut savoir identifier ces couches, et ce n'est pas sorcier. Il n'y a pas un profond travail cinématographique à faire, c'est juste lister ce que le film vous a fait ressentir. Prenons un film contemporain pour l'exemple. Titanic, ça parlera au plus grand monde. C'est l'histoire d'un bateau qui coule, bon bien, mais vous ressentez quoi dans le film? La tristesse pour Jack qui meurt alors qu'il était jeune et talentueux, de l'énervement contre le futur mari de Rose, ou encore la condition de traitement des personnes pauvres dans le bateau, une joie pour Rose quand elle s'amuse? Avec votre ressenti, vous ressortez les messages du film. La fragmentation des classes sociales, l'amour impossible, la condition des femmes à l'époque, ou encore le talent gâché. Vous avez vu, ça va vite pour chercher. Essayez avec les films que vous aimez. Regardez et apprécier des films, c'est super. Comprendre et réfléchir sur ce que vous venez de voir, c'est encore mieux. Vous verrez que vous apprécierez encore plus les films. Alors, certains ne nous y aident pas, on est d'accord, mais profitez des œuvres comme Un singe en hiver qui vous offrent la possibilité de réfléchir à ce que vous regardez. Cette fois-ci, je ne vais pas vous conseiller un film français de cette époque, mais on va plutôt rester dans la thématique avec un autre film traitant de l'alcoolisme. Drunk de Thomas Vinterberg, sorti en 2020. C'est un film danois formidable avec Mads Mikkelsen, et qui traite l'alcoolisme de manière différente que dans le film de Verneuil. On a l'avantage de pouvoir voir les deux façons et de les comparer, alors pourquoi s'en priver? Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime, à la partager, à vous abonner bien évidemment à la chaîne YouTube, et à jeter un œil sur notre Tipeee, c'est dans la description. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Salut!